Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce live de septembre, ce live de rentrée. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde a passé un très bel été et que vous êtes en pleine forme pour cette rentrée. Alors aujourd'hui, j'ai un micro-main, donc comme vous pouvez le voir, donc n'hésitez pas à me dire si je suis trop près ou si je parle trop fort dedans. J'ai pas l'habitude du micro-main, donc voilà, donc c'est la rentrée. On se retrouve pour les nouveautés de septembre. Plein de jolis t-shirts, merci. Les t-shirts Spy Family qui sont disponibles. Alors je sais plus s'il en reste par contre de celui-là, mais chez Uniqlo, si vous voulez vous le procurer, t-shirt officiel. Je ne sais pas si vous avez vu, là, on a plein de belles choses qui arrivent en septembre, aussi en octobre. Je vous rappelle qu'il y a la deuxième partie de la saison 1 de l'animé de Spy, qui va arriver, la saison 3 de Mob aussi, de Mob Psycho. Cet été, il y a la saison 3 de One Punch Man, qui a été annoncée, qui est rentrée en production. Donc, très très bonne nouvelle. On est très content aussi chez Kuro d'apprendre ça. Et restez, n'oubliez pas qu'on a aussi le Kuro Game que je vais lancer en plein milieu d'émission afin de gagner une figurine Nier Automata. Du coup, je pense qu'on peut commencer avec le premier titre. On va commencer dans un ordre chronologique. Le 1er septembre est sorti le très attendu tome 9 de Spy Family avec la superbe... la superbe Becky en couverture. Donc, je sais qu'il y avait des couvertures alternatives aussi chez deux libraires. Pour le tome 8, on s'était quitté sur un cliffhanger, sur un certain cliffhanger par rapport à Yor qui affrontait donc les tueurs à gages qui étaient là pour assassiner la personne, la dame et son enfant qu'elle devait protéger. On s'était quitté donc sur un cliffhanger où elle était un peu en difficulté contre ses assassins. Elle a eu son moment un peu. Finalement, je tiens à cette famille, à Anya, à Lloyd. Il faut que je me batte jusqu'au bout pour la victoire. Donc on reprend directement le combat là où on l'a laissé. Et je vous raconte pas trop le combat ou le dénouement du combat non plus, on va pas trop vous spoiler. En parallèle, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur ce bateau, Yor était là pour son job de tueuse à gages, mais là c'était plus un job d'escorter une famille en sécurité. Et Lloyd et Anya sont aussi sur ce même bateau, sur cette croisière, car ils ont gagné une tombola et ils se retrouvent donc assis sur le bateau, mais ils vont être bien évidemment mêlés à l'affaire parce que l'équipage va trouver donc des bombes sur le bateau et Lloyd va bien sûr s'en mêler, héroïque, le héros, vu son âme de héros, et Anya va aussi se retrouver mêlée, tant bien que mal, via ses pouvoirs de télépathie. Et on aura aussi des bons moments, parce qu'ils sont quand même en soi à la base en vacances sur une croisière, donc on aura des bons moments de détente, on pourra aller voir, je vais vous montrer quelques beaux visuels. Et bien entendu, comme vous en doutez, la couverture, c'est quand même avec Becky, et on aura une petite histoire bien drôle, focus sur Becky et son amour pour Twilight. Avec le micro-main, ce ne sera pas forcément le plus pratique, mais je vais essayer de vous trouver des petits visuels à vous montrer qui ne spoilent pas trop aussi. Voilà, on reprend directement là où on s'est quitté, sur le combat absolument épique de Yor contre un des assassins. Et désolé, un peu de temps. Voilà, c'était celle-là que je voulais vous trouver, cette super planche de la famille en vacances. Si elle n'est pas belle. Et voilà, donc pour ce tome 9, qui est un très bon tome, avec encore une situation à la fin du tome, je vous laisse découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. Il est sorti le 1er septembre, celui-là. Et donc, on enchaîne avec le tome 4. Donc les deux titres qui arrivent, c'était les titres qui étaient censés à la base sortir en août, mais il y a eu un problème de colle sur ces titres. Donc ils sont sortis avec un peu de retard, ils ont été décalés au mois de septembre. Du coup, avec le 4e tome d'Oshinoko, Oshinoko qui était très attendu. Donc dans ce tome, on s'était quitté sur donc Aqua était
avait commencé sa carrière dans une émission de télé-réalité. Et on finit sur Aqua qui embrasse Akane Kurokawa, une de ses collègues actrice dans cette émission de télé-réalité, tout ça bien sûr dans le but de créer un buzz et parce qu'il était séduit par ses talents d'actrice et c'est par pur calcul tel qu'on connaît Aquamarine. Et donc on reprend un peu à la fin de cette émission de télé-réalité où c'est la fin de la saison donc il y a un peu cette question de qu'est-ce que c'était, est-ce que c'est purement professionnel, est-ce qu'il y a un amour qui commence, donc les collègues leur demandent étant Aqua, lui il est juste là pour réussir son objectif, qui était, je rappelle qu'il avait embrassé Akane Kurokawa pour pouvoir augmenter la notoriété de l'émission, et donc le producteur lui avait promis de lui parler d'Ai et de son passé, parce qu'il connaissait Ai, pour faire un petit rappel du tome 3. Et là, surtout, on va se focus sur cette très chère Kana, personnage que j'apprécie beaucoup. Je vais peut-être vous montrer là, et sinon... Si on arrive, de toute façon, vous avez la couve. C'est très cher Kana et donc qui remonte le groupe d'idoles des Bikomachi avec la sœur d'Aqua, Ruby. Et il y a une troisième personne que l'on connaît déjà qui va rejoindre ce groupe et donc ce sera un trio et on va pouvoir voir leur début sur scène. Ce qui toujours avec de très 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 beaux visuels. Hein. Bien évidemment, il y a une tension entre Kana et Aqua, parce que Kana, on va pas se mentir, elle kiffe un peu Aqua, comme on a pu le voir à la fin du tome 3, donc elle est un peu vénère contre lui durant ce tome, mais vous verrez un peu comment ça se passe. Je vais poser le micro 2 secondes, histoire de vous trouver un visuel. Désolé pour le son. Situation de discussion entre Aqua et Akane. Le retour du youtubeur Muscu, alors je pourrais pas prononcer son nom, je l'ai oublié, mais qui m'avait fait bien rire dans les tomes précédents quand on l'avait vu. Et un petit visuel sympa des débuts de scène de Ruby, où on retrouve bien évidemment la patte d'Ai dedans. Comme d'habitude, un très très bon tome. Moi j'apprécie beaucoup le titre d'Oshinoko, avec des très beaux visuels. Ensuite, donc le deuxième tome qui avait été retardé d'août, c'était le dernier tome de la série Senseiya Sentia-sho, le tome 16, qui est ici. Alors, pour des raisons, vu que c'est le dernier tome, je vais éviter de vous spoiler. Je vais juste vous lire la quatrième de coup, hein, parce que c'est le dénouement final de toute cette série. Et puis aussi parce que j'ai pas lu la série. Donc voilà, je suis honnête avec vous. Donc à peine réveillé, Arès déploie une puissance écrasante qui pourrait bien détruire la Terre. Les Chevaliers d'Or se dressent face à lui pour protéger le domaine d'Athéna. De son côté, investi de la volonté de toutes les Sentia, Shoko joint ses forces à celles de Saori Athéna dans son combat final contre Eris, la déesse de la discorde. Du coup, je vais quand même vous montrer, parce qu'à chaque fois dans les titres Senseiya, on a des visuels. Désolé pour les bruits de page, mais avec le micro-main, c'est un peu plus compliqué. On a toujours des visuels incroyables sur les titres Senseiya. D'ailleurs, je crois qu'il y a un spin-off de Sentia-sho qui a été annoncé au Japon. Pour la petite anecdote, peut-être qu'il sera chez nous, je ne sais pas. Je n'ai aucune information, c'était juste, ça vient de popper dans ma tête. Et un dernier pour la route. Très rapide. Hop là. Et voilà pour ce tome 16 de Senseiya Sentia-sho. Donc ensuite, on passe aux sorties donc, de cette semaine, du 8 septembre. Et donc on commence avec le 7e tome d'Arsène Lupin. Donc précédemment, c'était l'histoire, alors je retrouve le titre exact parce que je ne l'ai plus, c'était Le diadème de la princesse de Lamballe, qui était très intéressant. Et là, maintenant, on retrouve, dans ce tome, on va retrouver donc
Sherlock Holmes. Donc, pour ceux qui l'ont compris, hein, c'est juste qu'ils n'ont pas eu les droits, mais Sherlock Holmes, le personnage de Sherlock Holmes. Et donc, c'est la deuxième interaction, parce que je crois qu'on l'avait eu dans le tome 4 et 3, je crois, des interactions avec Sherlock Holmes, Sherlock Holmes et Arsène. Donc là, on va retrouver Sherlock Holmes chez lui à Londres, hein, d'ailleurs, le titre, c'est Contre Sherlock Holmes et la lampe juive, c'est le titre du roman, donc c'est adapté. Et Sherlock s'ennuie beaucoup chez lui parce qu'il n'y a plus d'affaires qui le motivent et qui le stimulent. Et puis un jour, il reçoit une lettre de Paris de quelqu'un qui s'est fait voler une lampe juive qui était très chère et qui lui demande donc l'aide de Sherlock Holmes pour qu'il vienne et qu'il résout cette affaire. Juste après, suit une deuxième lettre qui lui dit vraiment, prends pas cette affaire parce que ça va être ta plus grosse défaite, ta plus grosse honte, signé Arsène Lupin. Évidemment, Sherlock Holmes est piqué dans son ego parce que Lupin se fout complètement de lui, hein, directement, avant même qu'il ait pris l'enquête. Avant même qu'il ait commencé son enquête ou qu'il ait même accepté le cas. Du coup, il décide d'aller à Paris sans répondre pour essayer de surprendre Arsène Lupin. Évidemment, c'est un échec. Arsène a déjà tout prévu. Et dès que Wilson et Sherlock Holmes sortent de la gare, ils sont accueillis par des pancartes « Bienvenue », le nouveau combat, il y a marqué le Round 3, Sherlock contre Lupin. Enfin, voilà, il se fout ouvertement de lui. Et du coup, c'est une affaire chez un noble encore, hein, dans une grande maison. On ne sait pas comment ils sont rentrés, tout était fermé de l'intérieur. Il y a des traces d'échelles dans la neige, mais évidemment, ce n'est pas ça, parce que Lupin est trop malin. Je ne vais pas tout vous donner le dénouement, parce que ce tome était vraiment très, très, très sympathique et plein d'humour. Surtout, moi, j'ai beaucoup apprécié lire le tome 7 de Lupin. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire sur ce titre, pour le coup. Est-ce que je vais rajouter peut-être des petites anecdotes? Et non. Donc, c'est tout. On va passer au tome suivant. C'est la rentrée, c'est encore un peu... Il faut que je me remette dans le bain. Et on va passer au magnifique tome 12 de Full Metal Alchemist, édition perfecte, avec notre cher Winry en couverture, cette fois-ci. Du coup, vraiment très très belle couve, hein. Et puis Winry, hein, qui ne peut pas apprécier le personnage de Winry, je me demande. Du coup, dans le tome précédent, Alphonse et Edward sont dirigés vers la forteresse de Briggs, là où il y a le général Olivia Armstrong, c'est dans le but de retrouver la petite May. Ils ont rencontré Sloth, donc la paresse qui était en train de creuser un tunnel. Bon, je vous passe les détails, mais Olivia a réussi à le mettre KO pour l'instant, bon, pour pas très longtemps, mais bon, a réussi à le faire hiberner avec des canons, tout ça. On a aussi eu le combat contre Scar et Kimblee qui s'est fini. Alors là, quand on reprend le tome, on voit Kimblee qui est un peu à l'hosto, donc il s'est pris une bonne raclée. Mais je crois qu'ils vont... ça fait très longtemps, donc j'ai plus trop les tomes en tête, mais qui va se faire soigner, il va être remettre d'aplomb. Et donc là, du coup, on reprend Edward et Alphonse sont à Briggs. Ils racontent un peu leur histoire à Olivia, donc tout le complot qu'ils ont découvert et tout ce qui se passe en ce moment. Donc ils la font un peu, elle se retrouve un peu à rejoindre leur rang et leur team. Et on découvre aussi les probables origines de la création du pays d'Armestris, et surtout que la construction est un énorme cercle d'alchimie pour la pierre philosophale. Donc, et le dernier point pour compléter ce cercle d'alchimie étant Briggs en question. Donc une attaque va survenir sûrement sur Briggs, et donc nos acolytes se préparent. Ils vont aussi imaginer un stratagème avec Olivia Armstrong pour connaître les plans de l'ennemi, et notamment du général Raven. Et aussi, il y a eu l'apparition d'une créature mystérieuse. Bon, pour ceux qui... c'est un titre que beaucoup connaissent, mais donc pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Et j'essaie de pas trop en dire trop, comme ça vous pouvez découvrir cette magnifique œuvre qui est Full Metal Alchemist. Il y a l'apparition d'une autre créature qui arrive dans le tunnel, justement, et qui va causer plusieurs problèmes. Peut-être une planche couleur, si j'en ai...
la créature en question. Une petite page en couleur, au milieu avec la magnifique Winry. Et Winry on finit avec Winry qui répare Edward pour la 1000e fois probablement. À chaque fois. Voilà, désolé, je fais du mieux avec le micro main. Du coup, je vais quand même regarder un peu le chat pour voir ce qui se dit. Magnifique cette édition, j'ai tous symptômes de base de FMA, mais j'ai presque envie de la prendre juste pour l'objet tellement ils sont beaux. Ah bah oui, c'est l'édition perfecte de FMA, et on a d'ailleurs gagné le Daruma à la Japan Expo pour la plus belle édition avec le FMA, si je dis pas de bêtises, mais normalement oui c'est ça, on a gagné le Daruma pour la plus belle fabrication, je crois que c'était, voilà, avec Full Metal Alchemist Perfect. Du coup voilà, donc pour reprendre ce que disait notre CM sur le truc, c'est une très belle édition avec le papier plus beau. Il y a du relief sur la couve. Il y a des cercles d'alchimie que vous ne pouvez pas forcément voir à la caméra, mais que vous verrez en ayant l'objet en main. Du coup, on va passer à la suite. Alors, pour être honnête, les 2 tomes qui vont suivre, je ne les ai... j'ai essayé, j'ai pas lu les séries, donc je vais être assez bref sur mes résumés. Je vais surtout vous lire la 4e de couve, mais on commence avec le tome 19 de Jésus et Bouddha. Donc Jésus et Bouddha, qui est une série que j'ai pas encore commencé, que j'aimerais beaucoup. J'ai essayé de le lire, je vais pas, pour pouvoir faire un résumé un peu plus personnalisé. Mais franchement, je comprenais pas trop. C'est le 19e tome, donc il s'est passé des choses bien avant. Et je voulais pas trop me spoiler non plus. Mais c'est fait par contre par la même autrice que Père Fouettard Corporation, que j'ai lu, qui est absolument à mourir de rire. Et je pense que j'ai retrouvé un peu le même humour en le lisant. Donc je vous conseille quand même de vous y intéresser. Et du coup, de nos jours, tout le monde a envie de se reconvertir en youtubeur, même au paradis. Mais Gabriel, l'archange de l'information, ah oui, de ce que j'ai lu, en fait, l'ange Gabriel a décidé de se faire youtubeur. Et il galère un peu, il a un peu du mal à gérer les haters sur YouTube. Donc il en pleure et tout, donc c'était assez drôle. Du coup, de son côté, Jésus va goûter aux joies et aux peines du télétravail, et Bouddha va découvrir qu'il n'est pas si facile de changer de carrière. Et surtout, début dans ce volume de la première histoire longue de Jésus et Bouddha. Oui, le pitch est assez... c'est assez drôle. Du coup, quelques planches pour vous voyez le style de dessin. Quand je découvrais le Jésus faisait du streaming gaming quand même. Donc voilà, ça a l'air assez drôle et je pense que je vais m'y mettre. Voilà, l'ange Gabriel et Michael qui sont en train de voir les haters, les commentaires des haters sur la chaîne YouTube de l'archange Gabriel. Avec des dessins assez intéressants à chaque fois. Pour ceux qui ont lu Père Fouettard Corporation, c'est assez beau et c'est assez différent parfois de ce que c'est. J'apprécie beaucoup la patte de l'autrice, qui est une mangaka, je le rappelle. Et donc voilà pour ce titre de Jésus et Bouddha, tome 19. Je vois que ça fait envie à plusieurs personnes, donc c'est cool. Allez-y, foncez, franchement. Ça a l'air super drôle en tout cas. Encore une fois, je me répète, l'autre œuvre Père Fouettard est bourrée d'humour et Jésus et Bouddha n'a pas l'air d'en manquer. Je relis juste un commentaire. Jésus et Bouddha m'avait pris en garde quand j'ai cherché mes mangas. Je pense que Eddie Algos résume très bien la situation. Du coup, pour la prochaine sortie de ce mois, c'est Pokémon Épée et Bouclier tome 4. L'adaptation en manga des jeux, de la série de jeux Épée et Bouclier. Et du coup, Épée a accepté de réparer la canne de glace appartenant au monsieur Glaquette de Lona. Il met du cœur à l'ouvrage et affronte même Chaz en pleine tempête de neige. Mais un groupe de bécas glaçons profite de la confusion pour voler la Pokéball, dans laquelle se trouve monsieur Glaquette. M. Glaquette, je pense que c'est monsieur Glaquette. Si ça se trouve, je me trompe et c'est vraiment la honte, mais désolé.
Quelles sont les motivations de ces Pokémon? Bouclier va-t-elle enfin retrouver ses compagnons égarés? Vous les découvrirez dans ce nouveau tome plein de rebondissements. Donc pour le coup, désolé si j'ai écorché des noms ou je suis trompé sur quelque chose, je n'ai pas lu Épée Bouclier. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez le tome 4 qui vient de sortir. Donc toujours là, la suite du jeu vidéo, enfin la suite, c'est basé sur l'histoire du jeu vidéo qui est sorti sur Switch il y a 2 ans, je crois. On retrouve bien évidemment les personnages principaux, dont un dont je me rappelle qui joue notre idole, notre modèle, et peut-être même notre grand frère, si je dis pas de bêtises. Celui qui a la casquette et la cape. Je sais pas si vous voyez de qui je parle pour ceux qui ont fait le jeu. On peut retrouver le président ici, qu'on voit avant les matchs d'habitude dans le jeu. Et voilà. Et donc je suis sur ce Pokémon. Bon, ben je retrouve plus le visuel que je voulais vous montrer, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Pour une prochaine fois. Et du coup, c'est tout pour Pokémon. Alors attendez, parce que je m'embrouille les pinceaux. Le prochain titre. Le prochain titre. J'ai l'impression d'avoir ce tome 4. J'adore cette série. Ah bah très bien, bah top. Bah, faut... Moi, je ne me suis pas encore mis sur les Pokémon. Il faudrait que j'ai pas mal de titres à lire à chaque fois, mais j'ai un petit moment nostalgie de retrouver la licence Pokémon à chaque fois. Et du coup, sur les prochains titres de ce mois-ci, on part sur les tomes 10 et 11 de Satan 666. Satan, aussi une série absolument incroyable, hein. Écrite par Seiichi Kishimoto, le frère jumeau, je rappelle, du mangaka du même nom de Naruto, pour ceux qui ne savaient pas, et qui est une série qu'on a sortie donc dans les années 2000, qui n'a pas eu le succès qu'elle mérite à mon goût. Je trouve que c'est... je redécouvre avec les nouvelles éditions, et c'est vraiment super bien. Bon, évidemment, il y a des ressemblances avec le titre de son frère, parce qu'ils ont eu la même éducation et évolué dans le même environnement. Mais franchement, très belle nouvelle édition et un plaisir de le relire. Et donc, dans ce tome-là, dans le tome 9, on s'était quitté juste avant le combat entre... on est sur Rockbird, la cité volante, et ils font un tournoi d'OPT. Et pour je crois que c'est Icaros, comment s'appelle, le chef de la cité volante, qui, pour se distraire, ils font ces combats avec les OPT du monde. Et on va aussi au combat entre Python, qui est un psychopathe fini, et la petite Yuria, qu'on a découvert dans les tomes précédents, qui sont arrivés avec son frère. Et donc le combat était sur le point de commencer sur le tome précédent, et donc là on l'attaque. On voit que Python a un opart un peu spécial, qui est un opart vivant, un peu comme ce qu'on avait pu voir dans le... J'ai plus du tout les noms, mais dans la ville précédente où on a découvert Ball, et avec cet opart gigantesque qu'il y avait dans la ville, qui fait partie de cette catégorie d'opart vivants qui crachent de l'acide. Donc c'est super sympathique, surtout quand on doit combattre une gamine de 8 ans. Et du coup, surtout que Yuria, on apprend, son frère nous dit, son frère dont on a vu le combat dans le tome précédent, nous apprend qu'elle ne peut pas utiliser son opart, qu'elle ne peut pas libérer son spirit pour des raisons parce qu'il ne faut pas qu'elle utilise son opart parce que c'est dangereux. Et je vais pas non plus, parce que dans la C4 il spoil complètement le combat, du coup je vais pas aller plus loin que ça. Et on va dire qu'elle a une chose qui sommeille en elle aussi, et que c'est dangereux. Et dans ce tome, Joe retrouve encore une vieille connaissance qu'on a déjà vue, et je pense que vous pouvez deviner facilement qui c'est. Et du coup, je n'en dirai pas plus pour pas trop vous spoiler, mais la couverture, vous pouvez voir de plus près. Bon, laisse voir quelques détails sur le match et les personnages que l'on retrouve. Et je vais vous montrer quand même la couverture du tome 11 aussi, qui sort en même temps. Alors, Satan, c'est un de mes premiers mangas qui malheureusement a une fin vraiment mauvaise. Ah bah, chacun son avis. Je sais que ça tourne, ça évolue, le manga évolue quand même. Ça commence très shonen et ça évolue de plus en plus vers un peu plus d'existentialisme. Je trouve que ça grandit un peu. Du coup, on va trouver quelques petites planches sympathiques du combat
contre Python. Hop. Toujours des visuels assez cool. Et je vais pas en montrer plus, sinon je vais trop vous spoiler le combat. Du coup, je crois pas. Alors, peut-être que notre cher Sam pourra confirmer, mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'animé Satan 666. Non. Du coup, le prochain titre, donc c'était une nouveauté qui est sortie en juillet chez nous, et on a donc le tome 2 qui sort en septembre de Sino Alice, avec la super couverture. On retrouve le personnage dans le tome 1 qui est le chaperon rouge. Du coup, ce tome va un peu quand même mettre un peu plus de contexte, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont... parce qu'on est un peu laissé en plan à la fin du tome 1 sur Sino Alice, et donc là on a un peu plus de contexte sur le monde, sur ce qui se passe. Donc dans la fin du tome 1, on était à la fin donc, du combat entre Alice, Blanche-Neige et le petit chaperon rouge qui est donc sur la couverture, qu'on peut voir couverte de sang. Donc on retrouve Alice à l'hôpital, qui est surveillée par Pinocchio. Et donc elle est un peu en grosse déprime parce qu'elle est complètement choquée d'avoir vu sa famille un peu éparpillée partout dans la cuisine par le petit chaperon rouge. Et donc elle supporte plus trop le désespoir et le désespoir qui l'envahit. Et elle décide d'aller sur le toit de l'hôpital et elle veut se jeter de ce toit. Et elle se fait, au moment de se jeter, elle se fait interrompre par les deux poupées qu'on a pu voir dans le tome précédent, qui s'appellent Para et Noya, qui sont un peu là en train de se foutre d'elle, justement, par rapport à ses décisions, en disant que c'est une faible et que voilà, elle va jamais s'en tirer. Et puis il lui parle qu'en fait, elle est rentrée, elle fait partie d'un jeu dont il ne lui explique pas les règles. Ils ont décidé de ne pas lui expliquer les règles. Et donc ce jeu, si on gagne, donc on peut réaliser n'importe lequel de ses souhaits. Donc c'est son souhait le plus cher, qui serait ici de faire ressusciter sa famille. Donc ça va lancer un peu la thématique donc de ce manga. Et on va aussi avoir un petit focus très, très intéressant, j'ai trouvé, sur le chaperon rouge, qui était assez mal en point après son combat contre Blanche-Neige, et qui se retrouve donc à essayer de survivre, et qui va rencontrer d'autres personnages très connus de certains contes qu'on a pu voir en étant enfant. Et donc je vous en dirai pas plus et je vous laisse là-dessus. Je vais quand même vous montrer les magnifiques visuels. Je vous rappelle que c'est tiré d'une œuvre originale de Yoko Taro, donc l'auteur de Nier Automata, Drakengard, tous ces beaux titres. Mais il y a des très très beaux visuels dans Sino Alice. Allez, notamment petit, là juste tout simple, dans sa chambre d'hôpital, avec un arc-en-ciel et Alice qui pleure d'un œil. Très belle planche. L'apparition des poupées, comme je vous ai dit, avec le temps. Il pleut, donc le temps est suspendu avec les gouttes qui sont partout. Et puis on va trouver un petit visuel du chaperon rouge qui spoil pas trop. Le chaperon rouge, après son combat, qui a la main dans un piteux état. Et qui se fait elle aussi embêtée par les deux poupées Para et Noya. Et voilà pour ce tome de Sino Alice, qui était très intéressant à lire. Je vais regarder un peu ce que dit le chat sur les derniers titres. L'histoire suit le jeu. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'histoire suit le jeu? J'ai pas eu l'impression, en lisant le tome, c'est plus une interprétation. Enfin, c'est basé sur l'univers du jeu, mais après, le scénariste peut différer du jeu, selon moi. J'ai pas joué au jeu, du coup, donc mais d'après ce que j'ai compris de certaines personnes que je connais qui ont fait le jeu, c'est adapté de l'univers du jeu. On retrouve les mêmes personnages, mais il y a un scénario tout développé qui n'est pas forcément identique. L'adaptation de Yoko Taro, c'est forcément puissant. Il y a une deuxième qui arrive un peu plus tard dans l'émission.
Nanana. Non, bientôt. On n'a pas présenté l'artbook de Nier encore. Ça va arriver bientôt. Ça arrive dans 2 tomes. Du coup, pour le prochain titre, c'est le tome 7 de Raiden King. Hop là. Moi, que j'attendais avec impatience, parce que j'aime beaucoup ce titre. Et donc, du coup, dans le tome 6, il y avait la princesse ou la reine ogre qui a dû se transformer en dragon pour pouvoir contrôler les miasmes qui s'échappent du Dragon Hall. Elle a perdu le contrôle sous sa forme dragon, donc elle est partie complètement en furie, elle tabasse tout le monde et il faut l'arrêter. Donc, bien évidemment, Plutinov se porte volontaire et commence à la combattre. Il va un peu galérer quand même. Bon, évidemment, c'est Plutinov, donc il va réussir à la maîtriser. Malheureusement, vu qu'elle n'est plus, vu qu'il l'a vaincue, elle n'est plus apte à reboucher le Dragon Hall. Donc, ça va être Plutinov qui va devoir s'en charger, et surtout qu'il faut qu'il réussisse parce qu'il doit après avoir comme objectif d'aller rejoindre la capitale du Saint-Royaume pour retrouver Lina, Josh, et surtout aller sauver leur ami elfe qui s'est fait kidnapper. Et tome très enfin moi j'aime beaucoup, plein d'humour toujours ce titre avec un style assez différent de ce qu'on peut voir et qui marche. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. À chaque fois j'ai des bons retours sur The Raiden King. Évidemment pendant son combat, Plutinov va en profiter pour. J'aimerais bien retrouver ce passage, mais vu que son obsession c'est de monter des montures fantastiques dans cette œuvre, il va se permettre de monter sur le dragon Grèce, un petit moment foufou, en plein combat. Je suis très d'accord avec toi, Nero 33, cette œuvre est vraiment top. Elle mériterait un peu plus de reconnaissance. Toujours le combat. Et c'est plein d'humour en plus à chaque fois. Et du coup, on va éviter de trop spoiler, parce qu'il y a quelques trucs qui se passent dans ce tome qui sont assez importants. Peut-être juste vous montrer. Voilà, on va juste dire l'apparition qui va faire très plaisir à notre ami Plutinov de griffons humanoïdes. Et on ne montrera pas plus pour ce tome qui sort lui aussi le jeudi prochain, le 8 septembre. Du coup, et ben c'est à découvrir. Il faut le découvrir, c'est vraiment un titre super sympa. Lire The Raiden King, c'est très drôle, c'est plein d'humour. Et il faut faire abstraction de certaines ressemblances qui ne sont pas le cas. Et du coup, on va passer à la nouveauté de septembre, le nouveau titre de chez Kurokawa, qui est donc notre nouvelle série, qui est Nier Automata Opération Pearl Harbor. Donc encore une adaptation de l'œuvre originale de Yoko Taro, donc Nier. Et donc était assez attendu. Et donc, si vous n'avez pas fait le jeu, vous pouvez tout à fait le lire, parce que c'est un prequel au jeu. Ça se passe bien avant les événements du jeu. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop l'œuvre de Nier, donc dans un futur lointain, la Terre est soudainement envahie par des extraterrestres et des armes mécaniques. Donc des formes de vie, des armes qui sont des formes de vie mécaniques. Pour répondre à cela, la Terre va créer elle aussi ses propres armes mécaniques, mais qui sont plus des androïdes. Et donc il y a donc une résistance qui se forme, et donc il y a un conflit, et les humains se réfugient sur la Lune. Et donc là, on est en an 11 941 après Jésus-Christ. Donc il y a le groupe Yora, qui sont le groupe de nos héroïnes qui sont sur la couverture. Bon, là, il y en a 2, mais qu'on va retrouver ici. Le groupe Yora, donc avec ce design que l'on connaît bien. Donc, qui doit faire une opération sur Terre. Donc, ils vont les envoyer. C'est bien évidemment, c'est les nouveaux modèles d'Android. Ils ne sont jamais allés sur Terre. Ils les envoient en vaisseau. Ça va très mal se passer. Pour pas vous mentir, ils vont se faire assez massacrer dès le début. On ne sait pas trop pourquoi, comment, mais c'est un carnage. Hop. Et seulement 4 de nos androïdes vont survivre.
Et donc c'est la première fois qu'elle se retrouve sur Terre, et un petit côté de ça y est, enfin la Terre. Bon, un peu dommage de la découvrir comme ça, hein. C'est pas non plus on n'a pas non plus, mais tu vois, voilà, très belle, très belle double page de numéro 2 qui découvre enfin pour la première fois la Terre. Donc du coup elles sont 4. Leur commandante est morte dès le début, dans l'attaque, lors de leur descente sur Terre. Donc numéro 2 est la plus haute classée juste après, mais on va dire qu'elle fait pas l'unanimité au niveau de ses camarades et au niveau de elle-même dans son cœur et sa tête. On va dire qu'elle a pas trop confiance en ses capacités dirigeantes, mais il y a un moment où il faut arrêter la réflexion et le temps est à l'action et la décision, parce que elle va pas avoir le choix et elles vont se faire attaquer par un groupe d'androïdes qui sont présents sur Terre. Et on va ça. Et je m'arrêterai là pour pas vous spoiler le reste du tome. Mais encore une fois, si vous n'avez pas fait le jeu, vous pouvez sans problème lire cette œuvre qui est un prequel donc au jeu. Et donc c'est un peu quel avenir attend ces poupées d'infanterie qui se battent pour reconquérir la Terre, et acheter le tome 1 pour le découvrir, et le tome 2 va suivre. Et du coup, je sais que c'était assez attendu, les dessins sont vraiment beaux. Quelles sont les questions? Il y en a deux en cours au Japon. Voilà. Bah pour l'instant, oui, il y a 2 tomes en cours au Japon, mais c'est pas une série, c'est une série qui est en cours. C'est pas une série en 2 tomes ou quoi que ce soit, pour l'instant c'est une série en cours. Bah, c'est canon au jeu, c'est un prequel jeu, ça se passe avant les événements du jeu. Donc, du coup, ce petit. Alors, lui, il sort pas le 8, il sort le 15 septembre avec son acolyte, dont on nous parle beaucoup, qui est le nouvel artbook de chez nous de Nier Automata. Alors, je vais poser le micro pour vous montrer les visuels quand même, parce que là, à une main, ça va être compliqué. Alors, on a de très beaux visuels, hein. Attendez, pour répondre aux questions de s'il y a des références au jeu et tout, je vous montre peut-être les 3 premières. De toute façon, il y a un extrait gratuit, hein, il y a un 3. Alors, vu que j'ai pas fait le jeu, je vais pas dire de bêtises, j'ai pas encore fait le jeu, vu qu'il sort en plus sur Switch, je pense me le procurer dès qu'il sort. Mais les 3 premières pages, je crois que c'est par rapport à un personnage que l'on retrouve dans le jeu. Donc pour ceux qui ont fait le jeu, normalement je crois que ça vous a parlé. Pour répondre à vos questions. Du coup voilà. Du coup content de voir l'engouement pour Nier et pour ce superbe artbook. Je vais le reprendre encore, hein, parce que j'ai pas pu tout vous montrer. Mais il y a des superbes planches, il y a des super dessins. C'est que du visuel, hein, sur cet artbook. Après avec la référence évidemment à chaque fois de chaque art que vous retrouvez dedans. Tac. Alors, il est super épuré. Vous avez plein de petits dessins. Il est très très beau. Et je crois que c'est 19,90 €. Mais la CM édition Kurokawa sur le chat vous l'a déjà mis normalement, je crois, au niveau du prix. Et le manga, moi qui n'ai pas fait le jeu, je l'ai lu cet été, et franchement j'ai adoré, et je vais du coup me faire le jeu. Je pense que je prendrai la version Switch qui sort le 6 octobre. Mon petit coup de pub comme ça pour nos amis de chez Square. Du coup, on va passer à la suite, on va passer au Kuro Game.
Et donc, c'est pour gagner. Donc, vous avez tenté votre chance pour gagner une figurine Nier Automata de chez Square Enix. Donc, la question est la suivante. Donc, évidemment, je vais vous poser une question. Je vous rappelle comment on procède. Je vous pose une question, vous répondez dans le chat. On tirera quelqu'un au sort dans le chat et surtout checker vos chuchotements sur Twitch parce qu'il faut follow la chaîne. Donc, il faut suivre la chaîne pour pouvoir commenter dans le chat et on vous contactera par chuchotement. Donc, si vous étiez un Android Yora, quel serait votre nom? Allez-y, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour donner une réponse. Et nous, on sélectionnera un gagnant au hasard ce soir ou demain. Vous aurez un retour de notre part. Du coup, on va partir à la deuxième partie. On va passer à la deuxième partie, qui sont les annonces et les OP du moment. Du coup, on a comme première OP qui sont l'OP des washi tape de Spy Family. Alors attendez, je vais devoir l'ouvrir. Les washi tape de Spy Family qui sont là. Je sais pas, on voit pas très bien. Les washi tape de Spy Family que vous pouvez vous procurer donc avec l'achat de 2 tomes de Spy. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et c'est à commencer. Donc la semaine dernière, le 1er septembre. Alors je vais galérer à les sortir. Attendez. Hop là, les washi tape. Donc on a un washi tape avec des visuels d'Anya, surtout. J'en ai plein les doigts. Je sais pas si vous voyez, j'ai essayé de faire comme les influenceuses beauté. On a avec des visuels. Il y a beaucoup d'Anya, il y a des objets en référence à Spy Family. Vous pouvez coller ça partout, sur vos agendas, vos cahiers, sur vos murs, faire de la déco avec. Et je crois que chaque rouleau fait 3 mètres. Donc vous avez de quoi faire un peu au niveau déco. Ensuite, la deuxième OP en ce moment, c'est celle des marque-pages que vous pouvez vous procurer en librairie. Marque-pages que j'ai mis où? Que j'ai mis là. Nos superbes marque-pages Spy avec cette fois-ci donc Becky, Frankie et Damien qui sont évidemment à chaque fois maintenant on vous met des petites planches de chaque personnage qui concernent chaque personnage. Et je crois que pour les... Et ça, c'est disponible donc en librairie. Et vous pouvez juste les demander en librairie. Il n'y a pas besoin d'acheter de tome. Je vais d'abord vous présenter ensuite l'avant-programme que vous pouvez aussi trouver en librairie. Donc l'avant-programme de Shikuro avec Nier. Donc l'avant-programme de septembre et octobre. Nier devant et derrière le prochain titre qui sort le 6 octobre, Call of the Night, dont on parlera le mois prochain. Mais on peut vous dire 2 mots. Vous pouvez d'ailleurs, si vous souhaitez un peu... l'anime est disponible sur ADN, normalement. Voici à quoi ça ressemble l'avant-programme. Attends, plutôt le... Et vous avez comme affiche Call of the Night. Et du coup, je vous rappelle aussi, bien évidemment, qu'il y a l'agenda One Punch Man qui est encore disponible. C'est la rentrée, profitez-en, il est top. C'est un des premiers agendas avec les dessins du manga, je tiens à préciser. On a beaucoup taffé dessus et il est vraiment très 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 sympa. Il y a des dessins à chaque page, il y a des petites anecdotes. Puis comme ça, vous pouvez vous remettre à jour pour vous préparer pour la saison 3 dont la production a été annoncée. En autre annonce, on passe sur... je crois que c'est Chocobo. Donc je l'annonce. Alors ça sort. Bon, c'est une annonce un peu tardive parce que c'est un titre qui sort le mois prochain, donc le 13 octobre, qui est Chocobo et le bateau volant, qui est un livre pour enfants basé donc dans l'univers de Final Fantasy. Et alors je l'ai pas eu en main encore, donc je n'ai pas pu trop l'observer, mais c'est surtout un livre imagé.
et donc qui est destiné à tous les fans de Final Fantasy et aux fans donc de jeux vidéo et aux parents, et avec des dessins très, très sympathiques. Et je vous en dirai plus donc le mois prochain quand je l'aurai en main et quand je l'aurai vu. Et donc voilà pour ce titre. Et ensuite, on va parler aussi on a des coffrets qui sortent le mois prochain. Donc 3 coffrets, attention, tenez-vous bien. On a un premier coffret, on a le coffret des 3 premiers tomes de Kemono, qui sortira donc le 13 octobre. Donc, alors, si je dis pas de bêtises, celui-là, il n'y a pas de. Pour moi, il y a pas de. C'est les 3 premiers tomes. Juste, vous avez ensuite le coffret qui est l'intégrale de Transparente avec les 4 tomes. Et évidemment, on a le coffret de Spy qui sortira aussi le 13 octobre avec ces 3 tomes et des affiches, des posters offerts dedans. Voilà pour les coffrets. Et maintenant, on va passer à une annonce d'un nouveau titre qui sortira au premier trimestre 2023. Donc, je suis très content de vous annoncer. Donc, on va éditer. Alors, je vais d'abord donner le nom japonais et à savoir que le nom français est un nom encore provisoire. Donc, Watashi no Shiwase Nakekon, qui se traduit plus ou moins en Mon mariage heureux. Et alors, pour ceux qui veulent aussi se faire une idée, il y a l'animé qui a été annoncé il n'y a pas longtemps. Donc si vous voulez trouver l'annonce de l'animé, donc je crois que le trailer est encore en japonais, mais pour voir un peu les visuels, c'est très très beau, c'est très très belle animation qui était prévue. Et donc c'est un titre qui se passe au siècle dernier. Donc Miyo Saimori est une jeune femme née dans une famille de nobles, maltraitée par sa belle-mère et méprisée par sa belle-sœur. Elle renonce à l'espoir d'être heureuse un jour quand son père lui annonce son mariage avec Kyoka Kudo. Elle se rend compte que c'est sa dernière chance pour obtenir un foyer, donc elle se marie avec ce monsieur que vous voyez sur les visuels, qui semble froid à premier abord, et tout le monde lui dit que c'est un mari très froid, et donc c'est un peu cette histoire de mariage forcé avec cette jeune femme. Mais finalement, elle se rend compte qu'il n'est pas si froid que ça, et donc il y a un peu la question de est-ce qu'elle trouvera le bonheur via ce mariage. Comme je vous ai dit, il y a un animé qui a été annoncé avec un très beau trailer, et c'est un peu un mélange, il y a un mélange de Cendrillon avec du fantastique, un peu de surnaturel dedans, et de très beaux visuels. Et c'est un titre qui marche très bien au Japon. Et du coup, donc on va l'éditer chez nous. Donc là, je vous présente la couverture japonaise et c'est premier trimestre 2023. On reviendra vers vous avec plus d'informations évidemment sur ce titre, notamment une fois qu'on aura nos couvertures françaises qui seront toutes belles et toutes fraîchement sorties. Je vais dire du four, mais et j'essaye d'essayer de vous trouver, parce que j'ai une petite fiche avec tous les éléments, j'essaie de voir ce que je peux vous dire de plus. Mais oui, donc il y a quand même un scénario, comme je dis, ça me faisait penser à Cendrillon, parce qu'élevée par sa belle-mère violente, forcée à se fiancer donc à ce monsieur, tout le monde lui dit qu'il est froid, mais finalement, on ne sait pas trop. Et ça a l'air très sympa. Combien de tomes au Japon? Je ne sais pas, je crois. Je sais que c'est inspiré d'une light novel, je crois. Je crois qu'il y a j'ai pas envie de dire de bêtises, je laisserai notre très cher ami du chat peut-être vérifier cette information et vous la donner. Si vous voulez l'information, l'adaptation animée en cours, elle est faite par le studio Kimina qui a fait Made in Abyss et The Rising of the Shield Hero. Je rappelle encore toujours, le Kurogame est toujours là. Donc, si vous nous donnez la question, c'est si vous étiez un Android, Yora, quel serait votre nom? Il suffit de répondre dans le chat. Pour pouvoir répondre dans le chat, il faut suivre la chaîne. Et c'est pour gagner une figurine de Nier Automata de chez Square Enix. Et on contactera le gagnant une fois qu'on l'aura tiré au sort ce soir ou demain. Je vais juste faire un petit moment. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Je vais faire un petit moment, on va juste regarder les questions du chat. Savoir j'ai vu pas mal de personnes nous dire c'est dommage les 2 tomes pour les washi tape. C'est aussi ce sont des conditions contractuelles pour les washi tape avec nos ayants droit, donc on n'a pas le choix de vous proposer. Après, vous pouvez toujours aller voir au libraire. Et voir, c'est aussi après eux qui ont la dernière décision. Ce genre de CMC, j'ai toujours peur pour me lancer. On aura peut-être un chapitre gratuit pour se faire un avis.
Évidemment, on vous mettra un extrait, comme on fait à chaque fois avec nos nouveautés, un extrait en ligne de l'œuvre pour que vous fassiez une petite idée. Oui, il y a un fond de surnaturel, il y a un fond de pouvoir magique. Donc, je n'en dirai pas plus. Voilà, 3 tomes au Japon pour le moment. Et du coup, eh bien, je pense qu'on va clôturer ce live. Ça fait quasiment 1 heure. Pas de light novel de prévu. On vous avait dit que c'était fin. Pour l'instant, j'ai pas de date à vous donner encore, mais c'est en cours. On vous avait dit que ce serait probablement fin 2022, je crois. Quelle date pour Oshinoko? Pour le tome 4? Le tome 4, il sort le 22 septembre. Ah oui, pour Oshinoko et Senshi Hasho, désolé pour le retard, mais il y a eu en fait un problème de colle sur les titres, donc on a dû les renvoyer à l'imprimeur. Donc normalement, le Oshinoko, le tome 4, vous le découvrez le 22 septembre. Est-ce que vous avez des séries en réimpression de prévues cette fin d'année? Alors, on avait parlé de réimpression de light novel déjà. Alors, j'ai plus en tête et pour le coup, je n'ai pas d'informations à vous donner. Tac, je vérifie. Alors, on va se retrouver donc le mois prochain, je pense autour du 11 octobre. C'est toujours le deuxième mardi du mois. Avec en sortie, on va vous parler donc le 6 octobre sort Call of the Night, les tomes 1 et 2. Je vais éternuer, attendez. Non, c'est bon. Et donc le 13 octobre, on a 008, Apprenti Espion, tome 8, Arsène Lupin, tome 8, Demon Slave, tome 8, Satan 666, nouvelle édition, tome 12 et 13, Goblin Slayer, tome 12. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'œuvre principale de Goblin. Hippo, saison 6, tome 16, Kilolu Kill Me, tome 4. Et moi, quand je me réincarne en slime, Comment vivre chez les monstres, tome 7, et aussi en Kurosawa, des titres qui étaient aussi prévus pour août, donc les Kurosawa historiques sur Beethoven et Elisabeth Ier, et aussi du coup Chocobo et le bateau volant. Voilà. Je pense que n'oubliez pas, vous pouvez encore jouer jusqu'à la fin de ce live pour Demon Slayer. J'ai dit Demon Slayer, Demon Slave. Pardon. Excusez-moi. Alors, et du coup, donc vous pouvez encore jouer. Je vous rappelle, si vous étiez un Android Yura, quel serait votre nom? J'espère que cela vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps, ça faisait depuis juin, vu que je devais faire le live de la Japan Expo, mais j'avais le Covid. Donc, c'était pas moi, c'est pas ma langue qui a fourché, c'est vous dans le chat. Très bien, vous m'avez fait peur pendant une seconde. Mais donc je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouvera probablement, alors pas moi directement, mais avec Mademoiselle Soso fin septembre, et puis moi je vous retrouverai début octobre pour les sorties du mois d'octobre. Très bonne soirée à tous. Ciao.